meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que tous les esprits qui étaient très échauffés hier se sont tous calmés, modérés. Tous les gens qui se criaient après hier. C'est effrayant ce que toi tu fais. Non, c'est toi, c'est effrayant. J'espère qu'ils se sont tous allés prendre une petite tisane bio-équitable, qu'ils ont fait de la méditation, qu'ils sont maintenant zen et qu'on va pouvoir se parler calmement des questions de genre. Genre. Hein? Une discussion calme, genre. On va en parler, en tout cas, avec Raphaël Provost, que vous entendez souvent sur les ondes de Cube. Il est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. En plus, il nous fait le plaisir d'être là en personne. Bonjour, Raphaël. Bonjour, content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Oui, tout à fait, Raphaël. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de ces questions-là, des questions de genre, des questions queer, des questions LGBTQIA, 2S+. Vous voyez, je connais bravo. mes lettres. Hein? J'ai pratiqué pendant tout l'été, l'alphabet. Pour calmer les esprits, le premier ministre François Legault a dit, moi, je veux être un rempart entre les extrêmes. Et il a eu cette phrase que je trouve très intéressante que je vous soumets, Raphaël. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger les gens qui sont dans les minorités. Oui. Et de l'autre côté, je peux comprendre des parents et des citoyens qui sont inquiets. Est-ce qu'il est trop modéré, notre premier ministre, ou cette position-là, mitoyenne, vous plaît à vous, Raphaël? Je trouve ça très important, la nuance. Ouais. Et ce que là, on vient de voir, c'est des propos très nuancés. Justement, il a raison de dire c'est valide de s'inquiéter, c'est valide de se questionner. Mais je pense que qu'est-ce que je lis à travers les lignes, c'est important de dialoguer aussi. Ouais. Et c'est ce que je vois là-dedans, qui veut pas réduire les minorités, que peut-être que d'autres chefs de parti ont voulu faire avec certains discours qu'ils ont eus dans les derniers jours. On voit qu'il veut se pencher sur la question, il va aller chercher des réponses, il va y avoir aussi les bonnes personnes autour de la table, mais c'est vrai que c'est correct de se questionner. Il y a de la panique en ce moment, dans tout bord, tout côté. J'entendais vos collègues juste avant qu'on entre en onde aussi qui disaient les parents s'inquiètent. On est à la rentrée scolaire, c'est correct de s'inquiéter, il faut juste pas partir en peur. Il y a une grosse nuance là-dedans. Bon, alors, entre les lignes, ce que je lis, c'est quand vous dites, il y a des chefs de parti récemment qui ont été, qui ont plus ou moins peut-être respecté les droits des minorités. Vous faites sûrement, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, vous faites sûrement référence à Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Paul Saint-Pierre Plamondon, si c'est de lui que vous parliez? Je nommerai pas de nom, mais je pense que les personnes peuvent reconnaître les gens, puis il n'y a pas que cette personne-là. Je fais des blagues, là, mais il n'y a pas que cette personne-là qui a aussi des propos comme ça aussi. Non, mais vous parlez de chef de parti, donc oui. C'est certainement pas Québec. Il y a également solide. Poilièvre également à Ottawa, qui ont ce même genre de propos parfois, puis je veux pas les comparer, mais c'est que ça vient mettre du gaz sur un feu qui est assez fort en ce moment. Parce que quand ils ont des propos comme ça, étant des chefs, étant des exemples, des gens qui les écoutent, ils ont des tribunes et des micros, et quand on le prend, ces titres-là, souvent qui est repris qu'en titre, ce qu'il peut avoir dit, ça peut venir nuire à des communautés. Et c'est ça qui est arrivé dans les derniers jours. Je dis pas que c'est de leur faute, loin de là. Mais par contre, quand on a aussi peu de nuances dans ces propos, quand on se dit que c'est nouveau, donc j'invalide peut-être quelque chose qui est nouveau parce que je sais pas c'est quoi, ça peut être dangereux parce que c'est complexe. Bon, alors on parlera pas de Poilièvre parce que c'est un dossier complètement différent, absolument. Mais je pense d'aucune façon que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu des propos non nuancés. Je pense pas qu'il ait mis de l'huile sur le feu et je pense qu'il a simplement mis en mots un certain nombre de questionnements qui, moi, personnellement, me paraissent tout à fait légitimes sur les questions de genre. Quand on parle, par exemple, de ce qui doit être enseigné dans les écoles, c'est quoi, vous, votre position, Raphaël? C'est-à-dire que Jean-François Lisée, justement, dans Le Devoir cet été, a écrit un texte où des gens, des enseignants, des parents lui ont envoyé des témoignages de choses qui s'enseignent. Et il est allé voir sur dans les papiers, les documents gouvernementaux qui disent comment on enseigne la sexualité et le genre aux enfants au Québec. On est loin de... Il y a des messieurs puis il y a des madames, là. C'est le grand flou est déjà là. Il est déjà présent dans nos écoles, le grand flou. Je vais prendre comme exemple mon organisation parce que je connais quand même bien les ateliers qu'on offre. On va, nous, dans les écoles primaires et secondaires, partout au Québec, parler de la grande diversité. On parle autant de sexisme qu'on parle de racisme, qu'on va aller parler justement des enjeux des réalités LGBTQ+. Et quand on aborde ces questions ou ces enjeux-là ou ces réalités-là avec les jeunes, selon le niveau, on n'aborde pas la même chose de la même façon. Et on n'évalue pas du tout. Je suis contente de l'entendre. Et quand on va en 6e année du primaire, puis quand on va en secondaire 5, on parle pas de la même façon des orientations sexuelles, ni non plus de l'identité
l'identité de genre. On est là pour vraiment être collé sur le cursus scolaire, puis vraiment être un partenaire du réseau de l'éducation. Donc, nous, on est là, comme je l'ai dit sur d'autres micros, on est là pour nuancer, donner des outils aux jeunes pour reconnaître quelque chose qui existe sans jamais invalider la majorité. Parce que de ce que vous venez de dire, certaines personnes ne parlent pas du monsieur, madame. Le monsieur, madame existe, il est valide, il va exister toujours. Alléluia! Mais il existe autre chose. Le papa et la maman existent encore. Le monsieur et la madame existent encore et sont quand même majoritaires. Parce que, en tout respect, c'est important quand même de rappeler, et c'est une statistique que je sors régulièrement, au dernier recensement. Parce que c'est la raison pour laquelle on fait des recensements au Canada. C'est pan-canadien. On fait un recensement pour savoir, les revenus des gens, de quelles origines ethniques ils sont, etc., etc. Et on leur pose la question, quelle est votre identité de genre, et c'est 0,0, je pense 19 ou 37. En tout cas, c'est moins de 0,1% des gens qui s'identifient comme transgenres ou non-binaires. Donc, quand on parle de cette fameuse identité de genre, puis je parle pas d'orientation sexuelle, mais d'identité de genre, quand on est là à se crier après, ça concerne moins de 1% de la population. Mais ce 1%-là a aussi droit à sa place. Mais tout à fait, Raphaël. Mais souvent, dans le discours et dans la marche de hier, on a vu la manifestation, c'est des gens qui veulent venir enlever leur place, les invalider et dire comme si c'était une idéologie. C'est un mot qui est violent quand même pour des gens qui existent. Ils se disent non, moi je suis comme ça. Et ce pourcentage-là... Non, attendez 2 secondes. Oui. OK. Les gens qui parlent d'une idéologie, c'est pas de réduire un individu à une idéologie, parce que la personne qui est non-binaire ou la personne qui est transgenre, elle le vit dans sa chair. Oui. C'est pas une idéologie. Non, là. C'est pas je me lève le matin en ayant une idéologie transgenre. Je suis transgenre parce que j'ai une dysphorie de genre. Je suis non-binaire parce que c'est quelque chose que je crois fondamentalement et je respecte ça. L'idéologie, c'est quand on veut faire du prosélytisme. Quand on va, par exemple, dans les écoles, lire des livres comme « Papa est un drag queen » ou qu'on dit que comme modèle aux petites filles, ben ton modèle, c'est moi quand je veux être grande, je veux être une drag queen comme papa. Ça, c'est de l'idéologie. Oui, quand là, on dit aux enfants... Le drag queen, c'est un art de la scène, ça n'a rien à voir avec l'identité de genre. Et c'est vrai que peut-être dans les dernières semaines, on a peut-être mélangé tout ça. On a beaucoup tout mélangé. Et ça, c'est de l'art, c'est du théâtre, c'est complètement autre chose. Donc, c'est pour tout le monde. On peut être hétérosexuel et faire du drag. Par contre, l'identité de genre... Oui, mais si on critique les drags, on se fait traiter d'homophobe, Raphaël. C'est là que le discours dérape. Oui, parce que souvent, les drag queens ont été associés au mouvement LGBTQ+, puis ça a été des personnes qui ont pris parole. Il y a des gens des communautés qui en font du drag une grande partie, mais c'est des gens qui ont pris souvent parole, qui s'exposent. On le voit avec des artistes au Québec. Pourquoi, par exemple, quand des organismes font appel à une drag queen pour animer un événement ou pour une drag queen pour être dans une émission de télé, on dit qu'on le fait au nom de l'inclusion. Si c'est juste une forme d'art comme le mime ou jongler avec des oranges, ben, en quoi c'est de l'inclusion d'engager une drag queen? C'est un art qui est engagé. C'est un art engagé, le drag. Puis oui, vous me direz que peut-être dans un bar, c'est peut-être pas ça. Mais derrière, il y a des messages. Ça a été des gens dans les premières personnes à être sortis dans la rue pour dire on existe. Tout à fait. Et c'est des gens qui faisaient partie des communautés. Et quand on fait du drag, c'est souvent vouloir se mettre peut-être une carapace pour se protéger. Certaines personnes, c'est ça. Mais quand on parle de non-binarité, et je le disais tantôt avec la statistique, le fameux 1%, mais peut-être qu'il n'est pas si réel que ça. Parce qu'est-ce que ces gens-là ont vraiment envie de se partager? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont l'espace et la sécurité pour le faire? C'est un recensement, Raphaël. Il y a 13 ans qu'on m'a posé la question, moi. C'est un recensement. Oui, mais c'est anonyme, là. Tu réponds à un questionnaire. Je ne sais même plus si ça se fait par Internet. Mais on m'a posé la question il y a quelques années, moi, dans un questionnaire comme ça, quand j'étais adolescent, si j'étais homosexuel ou pas. J'ai répondu que j'étais hétérosexuel parce que j'avais peur de qu'est-ce qu'on allait en faire. Parce que j'avais pas confiance où est-ce que l'information allait aller. Et pourtant, je l'ai toujours été. Alors, je le suis pas devenu. Que c'est le double. C'est pas 0,03, c'est 0,06. Oui. Hey. Mais c'est déjà un 0,006% qui doit exister puis qui veut pas prendre la place des autres. Et j'entends souvent comme s'il y avait une compétition. Je comprends que les places, elles sont limitées dans différentes sphères. Dans nos écoles, il y a beaucoup de matières à enseigner à nos enfants. Ouais. Par contre, on n'est pas là pour prendre la place de personne. Je le répète puis je vais le répéter longtemps. C'est juste que ces personnes-là ont droit aussi à une place. Puis je pense pas que toutes ces personnes-là, peut-être qu'il y a des gens d'un extrême de ces groupes-là qui vont dire, nous, on veut prendre la place de d'autres. Mais moi, je les connais. Je consulte nos écoles, nos jeunes, nos personnes des grandes communautés. On veut juste prendre une place, la nôtre, c'est tout. On veut pas prendre celle des autres. Et le monsieur, madame va exister, il est encore là. Les personnes hétérosexuelles, cisgenres, les personnes qui sont pas trans ou non-binaires, elles sont là en grand nombre. Il faut juste qu'on soit tout le monde ensemble, il faut dialoguer. Puis je pense que peut-être c'est ça que M. Legault veut qu'on fasse, qu'on dialogue. En fait, donc moi, je pense qu'il veut créer un comité de sages. Ouais. S'il vous appelle, Raphaël, pour le comité de sages...
je vais demander est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aillent avant moi, dont Oui. des jeunes, Oui. plus jeunes que moi. Je suis pas très vieux, mais des plus jeunes que moi et des gens des communautés, surtout au niveau de l'identité de genre. J'aimerais que ces personnes-là soient autour de la table. C'est sûr que si on m'offre une place avec toutes ces belles personnes-là, oui, mais je veux que ces gens-là puissent être là. Souvent, c'est ces personnes-là qu'on entend un peu moins. J'ai toujours un privilège d'avoir le micro comme j'allais aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il y ait ces jeunes-là qui sont concernés, qu'il y ait des jeunes de nos écoles primaires et secondaires. Parce que quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est des gens, peut-être que c'est de ma faute, de penser qu'ils sont peut-être plus âgés. Pas forcément des vieux, ouais. Exactement, c'est peut-être le sens que ça l'envoie, mais c'est important qu'autour de ce comité-là, il y ait un peu tout le monde pour vraiment qu'il y ait un vrai dialogue nuancé. Pour moi, c'est vraiment important. Dialogue, nuance et donner la parole aux jeunes. Et je dirais aussi, oui, rapidement. pour reprendre les mots de Louise Latraverse, l'amour Chris, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute Écoute. à ça? Ça me cloue le bec. L'amour, Chris, viens, on va se faire un câlin, Raphaël. ça. On se fait un câlin. Merci. Bon, l'amour, Chris, bon. Ah ouais, donc. Voilà. Ah, ça finit bien la semaine. Merci beaucoup, Raphaël Provost. Je rappelle que vous êtes directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Les deux mots-clés ici étant respect et diversité. Merci, Raphaël. Merci. Elle est parfois